Der Frankreich-Block ist heute am 14. Juli in der französischen Botschaft. À côté de moi, Monsieur Emmanuel Suard. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Vous êtes conseiller culturel à l'ambassade de France à Berlin et directeur de l'Institut français en Allemagne. Vous êtes sorti de l'ENA, vous étiez conseiller référendaire à la Cour des comptes de 1996 à 2000. Ensuite, vous étiez directeur de cabinet du président Arte France. À partir de 2005, vous étiez directeur adjoint des programmes et responsable de la programmation et des études d'Arte. Je recommande toujours Arte. Avant de retourner à Arte, cette fois-ci comme gérant et directeur de la gestion d'Arte, c'est correct? En janvier prochain, vous nous avez permis de vous poser quelques questions sur la présence de la langue et de la culture française en Allemagne. En tant que directeur de l'Institut français en Allemagne, ici à l'ambassade, en allemand le Botschaftsrat für Kultur, Bildung und Hochschulen, vous êtes responsable des échanges culturels entre la France et l'Allemagne. D'où ma première question, comment caractérisez-vous l'état actuel des rapports culturels franco-allemands? C'est un état qui est très bon, qui est très continu, je dirais. Il y a parfois des hauts et des bas dans la relation franco-allemande, mais ce qui est caractéristique pour la culture et pour l'éducation, c'est qu'il y a un haut niveau, une haute intensité de coopération et d'échange, à tous les niveaux, je dirais, au niveau politique, au niveau des artistes, au niveau des créateurs, mais aussi et surtout au niveau des écoles, tout simplement, des nombreuses écoles qui font des échanges. Et c'est très spécifique finalement à la relation franco-allemande. On ne peut pas dire la même chose de ce qui se passe entre la France et l'Italie, la France et l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne, par exemple. Là aussi, il y a des relations fortes, mais le fait qu'il existe tant d'institutions franco-allemandes fortes, le fait que nous, donc, en tant qu'Institut français, on puisse travailler avec ces institutions, l'OFAGE, Arte, vous l'avez cité, l'Université franco-allemande, le secrétariat pour les échanges en milieu professionnel, il y en a d'autres, tout ça nous permet de travailler vraiment et d'avoir beaucoup de résultats. Alors après, on peut prendre secteur par secteur, le cinéma français qui est très présent ici en Allemagne, la littérature allemande qui est très présente en France, évidemment les échanges en matière de musique, les arts plastiques aussi, le théâtre, même si c'est construit de manière très différente entre nos deux pays, tout ça, ça fonctionne bien. Et l'université, bien entendu. J'insiste sur la culture car je voudrais aussi vous demander comment voyez-vous le rapport entre la culture et la politique, notamment du point de vue des relations franco-allemandes. La culture demande des soutiens de la part de la politique et inversement, sans la culture, la politique serait très seule. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que nous avons des valeurs communes. Et c'est sur ce fondement-là qu'on travaille ensemble. Ces valeurs communes, ce sont largement celles de l'Europe, celles des droits de l'homme, celles du fait que la religion et l'État sont séparés, par exemple. C'est au-delà des différences qui existent entre nos deux pays, c'est ces valeurs communes qui font qu'on a non seulement envie, mais on a aussi intérêt à partager nos cultures, qui sont des cultures distinctes, mais qui sont des cultures qui peuvent dialoguer ensemble. Et le dialogue entre la politique et la culture, il est à ce niveau. Alors après, il y a une dimension politique aussi à la culture. Par exemple, le fait qu'ensemble, il faut faire de la politique, France et Allemagne, pour à la fois défendre et promouvoir la façon dont on considère la culture au cœur de la société, au cœur de la cité. Ça passe très concrètement par des discussions communes sur des sujets qui peuvent être un peu techniques, mais qui sont essentiels. Le sujet du droit d'auteur, par exemple, le sujet de la géolocalisation, le sujet du prix unique du livre, le sujet de la capacité de soutenir la création dans des systèmes audiovisuels, dans des systèmes de promotion du cinéma dans nos deux pays. Tout ça, ce sont des éléments où il y a de la politique et où on fait ensemble, France et Allemagne, de la politique, parce que sur ces sujets-là, nous sommes vraiment très proches. Vous êtes le directeur de l'Institut français en Allemagne, qui représente l'ensemble des instituts français à travers tout le pays. Quelle est la mission principale de ces instituts? J'ai vu qu'il y a deux branches principales, les manifestations culturelles et les cours de langue. Comment voyez-vous le rapport entre les deux? Alors, la langue, d'une manière générale pour l'Institut français d'Allemagne et toutes les antennes qui sont dans le pays, défendre et promouvoir la langue du partenaire, ici c'est la langue française, c'est évidemment la mission fondamentale. Ça passe par toute une série d'actions, des programmes, ça passe aussi par des contacts politiques. La culture et les échanges culturels, promouvoir aussi des exportations culturelles qui viennent de France ou de l'espace francophone, c'est une autre priorité. Donc ce sont ces deux piliers. Après, concrètement, il y a effectivement des actions qui sont menées, des manifestations culturelles, il y a des médiathèques, il y a aussi des
cours de langue qui sont proposés dans les instituts. Et ces cours de langue permettent de donner finalement à chaque lieu que constitue un institut le fait d'être un petit morceau de la France d'une certaine manière. Et tous ceux qui vont prendre des cours de langue à l'Institut français ont ce sentiment-là, ce sentiment de pouvoir ne pas être seulement dans une entreprise qui donnerait des cours, mais aussi d'être accueilli dans un lieu qui est fait de culture, qui est fait d'une offre plus large, qui est fait de lieu d'échange, de lieu de débat. C'est tout ça que propose un institut et qui est aussi important dans chacune des métropoles où il est présent. Ainsi, les cours de langue et les manifestations culturelles s'épaulent mutuellement. Oui, il y a un lien fort entre les deux. Les publics sont d'ailleurs différents, parfois complémentaires. Il y a des gens qui viennent d'abord pour les cours de langue, qui connaissent les instituts à partir de là, et puis qui découvrent ensuite qu'il y a des manifestations culturelles et qui sont intéressés, et du coup ils participent. Et puis il y a un public régulier qui connaît bien l'Institut, de longue date, qui vient aux manifestations culturelles, puis de temps en temps se dit tiens, j'ai intérêt un petit peu à rafraîchir mon français, parce que je pars en vacances là-bas par exemple, ou parce que pour à des fins professionnelles j'y ai un intérêt, ou parce que mes enfants, mes petits-enfants, j'aimerais bien leur faire découvrir un petit peu de français. Donc on a des offres pour tous ces publics-là. Vous dirigez 13 instituts français auxquels il faut ajouter 11 centres culturels franco-allemands et une antenne à Hanovre. Quel est le statut de ces centres et de cette antenne? Alors, il y a une différence importante entre les instituts et les centres, c'est que l'Institut français d'Allemagne est composé de tous ces instituts. À côté, et c'est un réseau global, il y a beaucoup de centres franco-allemands qui sont indépendants. Je ne suis pas le directeur des différents centres franco-allemands, il y en a une douzaine dans toute l'Allemagne. Ces centres franco-allemands sont souvent d'anciens instituts qui ont fermé, mais au moment de la fermeture, la ville ou le Land ou l'université partenaire, ou alors le musée parfois aussi, ou la bibliothèque municipale comme à Essen, se sont dit il faut absolument que cette ville, cette métropole garde un lieu qui soit un lieu international où la France soit présente. Et donc la ville à ce moment-là, ou le Land, ont mis des moyens pour que cette structure continue à exister. Et du coup, l'ambassade et l'Institut également appuient ces structures par une subvention annuelle, et ça permet de faire vivre, alors à Karlsruhe, à Tübingen, à Fribourg, mais aussi à Rostock ou à Kiel par exemple, ou encore à Erlangen, des lieux qui sont des lieux magnifiques, extrêmement vivants, très dynamiques, qui ne font pas partie de l'Institut en tant que tel, mais qui sont des lieux avec lesquels on travaille au quotidien. On les a encore réunis la semaine dernière. Si on compare les chiffres, ce sont 11 centres franco-allemands en Allemagne, qu'on peut comparer à la maison Heidelberg à Montpellier à peu près, n'est-ce pas? Oui, c'est un petit peu comme les maisons de l'Allemagne, c'est un petit peu comparable. Alors, dans le reste du monde, voilà, autonome. Et dans le reste du monde, ça prend d'autres formes. Il y a en particulier les alliances françaises, que certains d'entre vous connaissent peut-être. On en trouve aux Pays-Bas, par exemple, dans des pays limitrophes de l'Allemagne. Et ce sont effectivement plutôt des associations indépendantes. Ça a quelque chose de comparable, les centres franco-allemands. L'histoire a fait qu'il n'y a pas d'alliance française en Allemagne et que ce sont des centres franco-allemands, en fait, qui incarne quelque part cette forme de coopération entre, c'est pas forcément la France et l'Allemagne en tant que pays là, mais c'est plutôt des grandes métropoles qui considèrent qu'il est important d'avoir un centre culturel international et en particulier franco-allemand dans leur enceinte. Vous ne fermez pas seulement, vous avez aussi ouvert un nouvel institut à Mannheim. À Mannheim, absolument. Et là, c'est pour réagir à une proposition qui nous a été faite et une envie qui était manifestée par plusieurs acteurs de Mannheim. Il y avait l'université, il y avait la ville, et il y avait aussi le musée Reisengelhorn, qui est un musée privé, qui se sont mis ensemble pour se dire, voilà, Mannheim a envie d'avoir un tel lieu, et donc on a travaillé ensemble et on a monté ce centre. Effectivement, on est fiers aussi de pouvoir ouvrir des choses. Magnifique. Est-ce que vous avez le sentiment que vos actions, vos engagements culturels sont toujours suivis par vos partenaires allemands, un suivi occasionnel, ou estimez-vous que ces échanges ont un caractère durable? Il y a vraiment un caractère durable. Alors, il y a le caractère politique dont on a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas, on le trouve au sommet de l'État fédéral, avec le BKM, avec nos partenaires aussi dans différents acteurs professionnels. Alors là, pour le coup, dans le domaine du Börsenverein, dans le domaine de nos partenaires du cinéma, les différents fonds qui soutiennent le cinéma, ce sont vraiment des actions qui se mettent en continuité et on est tout à fait heureux de s'inscrire dans cette continuité. On a aussi d'autres partenaires qui travaillent dans la durée. Ce sont par exemple des partenaires avec lesquels on travaille depuis longtemps dans le domaine de la langue et en particulier des éditeurs, notamment dans le domaine scolaire.
scolaires. Je crois que vous en connaissez bien un qui s'appelle CLET. Mais il y en a d'autres aussi, des fondations en particulier, qui, de manière très ancienne, s'est inscrit un peu dans leur ADN, comme la fondation Bosch, et puis d'autres avec lesquelles on travaille depuis un peu moins de temps, la fondation Bertelsmann, par exemple, la fondation BMW, où là, on coproduit, en fait. On travaille ensemble pour mettre en place des cycles de débat. Et à la fois, donc, ces entreprises ou ces maisons d'éditeurs avec lesquelles on travaille, ces acteurs qui sont les fondations, les acteurs professionnels qui se mettent ensemble, et puis les acteurs publics, ce sont vraiment des choses de long terme. Alors, j'ai évoqué les villes, qui sont au centre aussi de la coopération, les grandes villes. Il y a une différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'il y a une vingtaine de métropoles de plus de 600 000 habitants en Allemagne. Il y en a 7 ou 8, pas plus en France. Une métropole de 600 000 habitants, c'est une métropole qui a la taille critique pour avoir vraiment une offre culturelle importante et pouvoir la financer aussi, évidemment. C'est ce qui compte beaucoup, soit par des financements publics, soit aussi par des acteurs privés qui travaillent. Et donc, le fait comme ça d'avoir à Stuttgart, d'avoir à Essen, d'avoir à Bonn, d'avoir à Nuremberg et Erlangen, d'avoir à Munich, comme ça, des partenariats de long terme, ça permet aussi d'asseoir ces politiques localement avec des partenariats de long terme, ce qui fait qu'on n'est pas effectivement dans des projets qui sont montés sur une année, puis après, qui n'existent plus. C'est ça l'avantage. Les instituts français en Allemagne accueillent en un an à peu près 1 million de visiteurs et de participants aux divers programmes. S'agit-il des visiteurs fidèles ou pouvez-vous mesurer un élargissement, l'accueil de nouveaux visiteurs? Deuxième question, par quels moyens cherchez-vous à intéresser de nouveaux publics, notamment le public des adolescents et des jeunes adultes? Alors, 1 million, c'est un chiffre très global. Pour être tout à fait clair, les visiteurs physiques qu'on voit rentrer dans les instituts, on les estime plutôt entre 50 et 100 000. Ce sont les gens qui viennent prendre des cours, ce sont les gens qui viennent aux manifestations, soit occasionnelles, soit régulières. Ce sont les gens qu'on voit et qu'on connaît peut-être par le nom quand ils sont inscrits, par exemple, dans les médiathèques. Au-delà, il y a tous les gens qu'on touche par d'autres manifestations qui sont ce qu'on appelle hors les murs, en dehors des murs des instituts français, qui sont des gens qui viennent dans des concerts qui sont soutenus par l'Institut français, par exemple, ou qui viennent en coopération, ou par exemple dans des manifestations au cinéma qu'on soutient, mais qui peuvent se dérouler dans des salles qui ne sont pas dans les instituts même. Donc, comme la Maison de littérature de Stuttgart qui fait aussi beaucoup de coopération. Absolument. Donc voilà, des partenaires réguliers qui sont accueillants pour des tournées d'écrivains, par exemple. Donc là, c'est vraiment cet ensemble qui crée ce contact avec le public. J'ajoute aussi des éléments qui peuvent être numériques. C'est vrai qu'on a des sites, on a aussi Fantastique qui permet d'apprendre le français en ligne. Ça, ce sont des contacts de gens qu'on ne voit pas physiquement. On a Culture Tech aussi pour la médiathèque en ligne. Mais il y a un contact qui existe, même si on ne voit pas forcément les gens. C'est cette diversité qui fait le lien avec le public. Et le programme de vos instituts réussissent-ils à attirer les jeunes? En d'autres mots, quel est le bilan, par exemple, le prix des lycéens allemands ou de France Mobile? Alors, France Mobile, le prix des lycéens, aussi le concours Internet, plein d'éléments comme cela permettent effectivement d'attirer un public différent. La langue est un bon exemple parce que on a toute l'échelle. On a en particulier le prix des lycéens qui s'adresse quand même à des lycéens qui justement ont déjà un certain niveau de français, capables de lire 3 ou 4 romans, puis de choisir le meilleur, après des débats souvent passionnés d'ailleurs. Donc on est très heureux d'avoir ce public-là et de le réunir lors de cérémonies qui sont d'ailleurs très émouvantes par leur engagement et qui permettent donc à la foire du livre de Leipzig, j'étais à la dernière, c'est vraiment très très sympa de les voir discuter et défendre leur livre ensemble. Avec les discours de Schmitt sur l'emploi. Oui, passionné. Oui, c'est vraiment très 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 touchant. Et puis après, il y a aussi d'autres publics, des publics qui sont plus occasionnels, c'est-à-dire des publics de jeunes qui découvrent le français et qui vont peut-être simplement travailler sur des quiz internet et puis être associés à la diffusion de cinéfêtes par exemple, donc des manifestations cinéma. C'est tout un ensemble qui permet de toucher ces publics différents. Et j'ajoute que le maillage sur le territoire, avec les instituts mais aussi avec nos partenaires, les centres français, permet aussi d'aller dans des régions qui ne sont pas forcément acquises à la langue française. Je veux dire par là qu'on sait qu'il y a une différence dans l'apprentissage du français entre la région où vous travaillez, le Bade-Wurtemberg par exemple, les régions transfrontalières, et puis d'autres régions qui sont peut-être tournées vers d'autres horizons, je ne sais pas, le Schleswig-Holstein par exemple.
Mais dans ces régions-là, le fait d'apprendre le plus longtemps possible une deuxième langue permet aussi de stimuler l'apprentissage du français. Il faut travailler différemment, on ne travaille pas de la même façon en Sarre et en Mecklenburg-Vorpommern sur la langue française, mais ça permet aussi d'avoir des gens qui sont passionnés par le français ou qui sont simplement intéressés d'avoir un petit peu de compagnonnage, 1 année, 2 années, 3 années avec le français, et c'est déjà bien. Pouvez-vous définir le rôle du DELF, diplôme d'études langue française, qui est très développé en Allemagne, et notamment auprès du public scolaire? Oui, le DELF, c'est très intéressant parce que ça permet, justement, en fonction du niveau qu'on a atteint, d'avoir un diplôme. Vous pouvez avoir fait 1 an, 2 ans, 10 ans de français. Évidemment, votre niveau ne sera pas le même. Et très intéressant de sortir avec cette classification européenne des langues, avec du A2, du B1, peut-être même du B2. Vraiment une vraie compétence et pouvoir dire devant un employeur, voilà, écoutez, j'ai mon diplôme de français et c'est le DELF. On en passe à peu près 55 000 par an en Allemagne, la plupart dans un cadre scolaire, et c'est d'ailleurs le pays où il y a le plus de DELF dans le monde qui sont passés. C'est important parce que les échanges entre l'Allemagne et les pays, non seulement la France, mais les pays francophones, c'est la deuxième langue en fait d'échange commercial, derrière l'anglais, juste derrière l'anglais. Dans certains lenders, c'est même d'ailleurs devant l'anglais. Et ça permet donc, pour des jeunes qui voudront travailler dans des entreprises qui vont commercer non seulement avec la France, mais peut-être aussi avec des pays comme le Maroc, comme la Tunisie, comme évidemment le Québec, ou plus loin dans le monde, de pouvoir se dire devant un employeur, voilà, j'ai cette compétence particulière qui va être un plus dans ma carrière. C'est en ça que le DELF est important. Le service culturel de l'ambassade avec le bureau de la coopération universitaire joue un rôle tout particulier en vue de la coopération avec les universités et la coopération avec l'université franco-allemande. À peu près 6300 étudiants allemands en France et presque autant d'étudiants français en Allemagne. Comment concevez-vous l'avenir de la coopération entre les universités, entre les deux pays et particulièrement de la DFA? Alors, l'université franco-allemande, c'est une chance unique. Alors là, je citais les différences entre les coopérations avec les voisins européens de la France. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que pouvoir permettre de soutenir des étudiants qui vont dans l'autre pays, dans la durée. Il ne s'agit pas seulement, Erasmus c'est déjà extraordinaire, on peut plus facilement en résider. Là il s'agit d'avoir vraiment dans la durée, 2 ans, 3 ans, 4 ans, travailler ensemble avec des étudiants allemands pour avoir un parcours d'études commun. Un parcours d'études donc soutenu financièrement et pas seulement dans des choses où on pourrait se dire, voilà, il y a des compagnonnages entre universités qui se font depuis longtemps. Non, dans tous les domaines. Les sciences humaines, les sciences politiques, mais aussi le management, mais aussi la physique, la chimie, mais aussi des parcours d'ingénieurs, de droit bien entendu. Tout ça, il y a des parcours communs qui sont proposés. C'est important parce qu'il ne faut pas que la relation franco-allemande, et en particulier la langue, elle soit réservée aux sciences humaines. C'est très important de dire qu'il n'y a pas que l'anglais dans les sciences dures, comme on dit, il y a aussi l'allemand, il y a aussi le français, et c'est important pour des parcours professionnels dans le domaine des sciences dures qu'on puisse utiliser l'allemand et le français. Alors on va évidemment utiliser d'anglais dans ces parcours-là, c'est clair, et dans les parcours professionnels aussi. Mais pour bien se comprendre dans une entreprise, il faut comprendre la langue de l'autre, parce que derrière la langue de l'autre, on comprend la culture de l'autre. Et pour des ingénieurs qui travaillent ensemble, pour des chercheurs qui travaillent ensemble dans le domaine des sciences dures, c'est essentiel, je pense qu'il faut le rappeler, parce que l'université franco-allemande, ça n'est pas seulement la science politique, ça n'est pas seulement l'histoire, ce sont mes 2 matières, donc je les cite, mais c'est aussi vraiment des parcours très avancés dans les sciences dures et dans les sciences vraiment appliquées également. Sa présidente, professeur Åsa Stille, nous attend pour une interview prochainement. Je vous laisse saluer de ma part. Oui. Parmi tant d'autres exemples de la coopération culturelle avec l'Allemagne, le bureau de livres de l'édition qui organise les rencontres avec les auteurs et s'occupe aussi des licences. La France sera l'invité d'honneur de la foire du livre à Francfort 2017. Comment préparez-vous cet événement ? Alors c'est le grand événement de 2017 pour nous, bien entendu. C'est un événement qui va avoir plusieurs cercles. Il va y avoir le cercle de Francfort même, de la Buchmesse même. Donc il y aura, comme c'est l'usage, un grand espace pour le pays invité, en l'occurrence la France, c'est 2500 m², c'est énorme, on y travaille. Ça sera un lieu de débat, un lieu très ouvert, un lieu vraiment de permanent échange, très orienté sur l'innovation, le transmédia. Il y aura aussi ce qui se fait
fait en dehors de cet espace avec les éditeurs, et ils sont très nombreux, les éditeurs français, encore plus nombreux cette année-là à venir. Et puis il y aura des choses qui se passeront à Francfort même, et on travaille sur des expositions, on travaille sur des partenariats importants avec des partenaires de Francfort. Et puis la spécificité de la France, c'est que, vous l'avez dit, on est présent partout en Allemagne. Et donc la chance, c'est de pouvoir faire un programme qui va, à partir de janvier 2017, se déployer dans les instituts, dans les centres, et puis avec des partenaires avec lesquels on travaille régulièrement et qui vont permettre, sous forme de débats, sous forme de manifestations culturelles, sous forme de tournées d'écrivains, sous forme d'opérations de parrainage avec des écrivains, sous forme également évidemment de travail avec les écoles, d'événements qu'on va dévoiler au fur et à mesure, de dresser un parcours qui ira à Leipzig, à Cologne, qui ira évidemment aussi à Berlin, à Düsseldorf, qui ira à Karlsruhe, à Hambourg, qui ira à Munich, et bien Avec entendu. Düsseldorf, le départ de la Tour de France. Et il y a d'autres événements qui s'y ajoutent. Et la France sera à l'honneur par plusieurs événements en 2017. Un que vous avez cité, effectivement, c'est le Tour de France qui part de Düsseldorf. Et il ne faut pas oublier que le Tour de France, un petit peu éclipsé par l'Euro cette année, parce qu'on a beaucoup parlé du match France-Allemagne, mais le Tour de France reste un des 3 ou 4 événements sportifs d'ampleur mondiale, suivi partout, et c'est une vraie chance qu'ils partent, ça faisait longtemps, d'Allemagne en 2017, de Düsseldorf, donc il va avoir un beau parcours en Allemagne avant de passer ensuite en France, et ça va être aussi l'occasion on travaillera certainement sur des dossiers qui joignent la Foire du Livre de Francfort et le Tour de France. À part de la musique et des arts plastiques, votre service culturel s'engage aussi pour le numérique. De quels moyens disposez-vous pour mettre le numérique au service des échanges culturels franco-allemands? Alors le numérique, c'est en fait un espace. C'est un espace où tous les arts et toutes les créations se déploient. Le cinéma, le livre aussi, parce qu'il y a le livre numérique, les arts. Tout est présent. Il y a des domaines sur lesquels on a particulièrement travaillé ces dernières années parce qu'on n'avait pas vraiment encore travaillé avant. Par exemple, celui des jeux vidéo. On a travaillé là avec nos amis polonais qui sont très actifs dans ce domaine-là. Et je salue nos amis de l'Institut polonais avec lesquels on coopère beaucoup pour mettre en place des résidences d'artistes, de développeurs, pour mettre en place aussi des rencontres professionnelles et puis des espaces. On a travaillé aussi pour qu'avec des partenaires, on puisse stimuler les échanges professionnels, mais aussi les échanges en matière de formation. C'est important parce que les jeux vidéo, vous parliez des jeunes tout à l'heure, c'est un domaine de création, c'est pas seulement un domaine de divertissement. Le divertissement, c'est déjà très bien, mais la création, c'est aussi quelque chose qui existe dans ce domaine. Et je crois qu'on a beaucoup à faire ensemble. Donc ça, c'est un exemple intéressant de ce sur quoi on peut travailler. Une dernière question, si vous le permettez. Si nous évoquons encore film et médias, le film et les médias, je pense évidemment à votre futur engagement chez Arte. Comment les médias peuvent-ils contribuer à mieux informer sur les échanges franco-allemands? Alors, là, c'est une question qui concerne à la fois mon métier actuel et mon métier futur. Oui. Dans le métier actuel, ce qui est important, c'est qu'il y a des mondes qui parlent déjà beaucoup ensemble. Le monde du cinéma allemand parle déjà beaucoup au monde du cinéma français. J'ai vu hier soir la première à Berlin de Tony Erdmann, qui est un film absolument magnifique que je recommande vraiment à tout le monde. C'est une comédie extrêmement sensible, avec beaucoup de talent, qui vire sur le burlesque. Et le burlesque, c'est extrêmement difficile à faire en cinéma. Il faut un vrai talent pour ça. Et Maren Ade a démontré là un talent extraordinaire. Et je suis très heureux parce que vraiment, on se disait, il y a eu des films allemands qui ont bien marché en France ces dernières années, mais c'est des films qui étaient pour la plupart plutôt historiques. Goodbye Lenin avait cet aspect de comédie, mais il restait bien seul. Et la perspective de voir, ce film va avoir un succès extraordinaire, j'en suis sûr, de voir ce film de Maren Ade, peut-être, j'espère, atteindre le million de téléspectateurs en France quand il sortira, ça va vraiment être un point vraiment fort, parce que c'est vrai qu'il y a des domaines, et le domaine des médias, vous en avez parlé, le domaine de l'audiovisuel et du cinéma, sont des domaines qui marquent un très grand public. Et donc, le fait d'avoir, comme Ziemlich beste Freunde, ou comme Monsieur Claude, und seine Tochter, à l'inverse en France des succès allemands, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et on se félicite de ça. Après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir parler du franco-allemand. Mais le franco-allemand, c'est difficile parce que ça peut un peu... Bon, voilà, les gens qui ne sont pas
dans le franco-allemand ne sont pas forcément intéressés par ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de parler des choses concrètes. Donc il y a une manière un peu ludique de le faire, comme l'émission Carambolage avec Claire Doutrio le fait avec grand talent. C'est devenu, je pense, un rendez-vous hebdomadaire de tous ceux qui ont approché d'une manière ou d'une autre le franco-allemand, qui ont une vie partagée. Et puis le fait de croiser les informations. Ça veut dire lire plusieurs journaux, ça veut dire regarder plusieurs émissions d'information, ça veut dire aussi regarder la seule émission d'information qui est vraiment ce regard croisé, c'est-à-dire Arte Info, me semble-t-il. Ça c'est vraiment important. Le croisement entre voir ce qui se passe quand on coopère sur le franco-allemand ici en Allemagne avec l'Institut français et Arte, c'est de voir que ce sont nos différences qui font notre force. On parlait tout à l'heure des valeurs qui nous unissent, mais on a une vision différente sur beaucoup de problèmes. Simplement, on a des valeurs qui nous unissent dont on est capable d'en parler ensemble. La rédaction Arte, des Français et des Allemands, sont capables de, voilà, avec leurs différences, de faire un journal commun. C'est pas facile, mais ils y arrivent tous les jours avec talent. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Pour que, finalement, ce regard franco-allemand apporte quelque chose. C'est ça qui est essentiel, qu'il apporte vraiment quelque chose. Faire du franco-allemand pour faire du franco-allemand, je ne sais pas si c'est en soi intéressant. Ce qui est important, c'est que ça apporte quelque chose. La toute dernière question. On retravaille cette question dans 6-7 mois à Arte une fois. On prendra un rendez-vous. Avec plaisir. Oui. Merci bien, monsieur. Merci à vous.